est la plus humiliante des défaites. Chapitre 9. La nuit où la musique est morte et la fête de karaoké pour l'anniversaire de Sylvain avait été présentée par la direction comme une initiative de team building visant à renforcer la synergie interpersonnelle. En réalité, ce fut une descente aux enfers musicales, une symphonie de fausses notes, d'égos meurtris et de désastres techniques. L'événement, censé être une célébration démocratique où chacun pouvait briller, fut immédiatement cannibalisé par les dynamiques de pouvoir du bureau. Jean-Claude, en sa qualité de commercial et de star autoproclamé, décida qu'il serait le clou du spectacle. L'anniversaire de Sylvain n'était qu'un prétexte. Il avait choisi son arme avec soin, un hymne de Johnny Hallyday, pas n'importe lequel, un de ces morceaux puissants et rocailleux qui avait fait de Johnny le taulier l'idole des jeunes. En choisissant cette chanson, Jean-Claude ne voulait pas simplement chanter, il voulait incarner la légende, s'approprier un fragment de l'icône culturelle française. C'était un acte d'une ambition démesurée. Quand son tour arriva, il monta sur la petite estrade avec l'assurance d'un homme qui s'apprête à remplir le Stade de France. Il saisit le micro. Sylvain, aux commandes de la sono et des lumières, était blême de trac. Et maintenant, pour vous. Commença Jean-Claude avant d'être interrompu par un larcin strident qui fit grincer les dents de toute l'assemblée. Il tenta de reprendre. La musique démarra, mais il avait oublié les premières paroles. Il marmonna quelque chose d'inintelligible. Au moment du refrain, il voulut lancer un regard complice à Nancy, comme Johnny l'aurait fait avec Lara Fabian, mais Nancy était en train de ricaner avec Fred. Il décida de tout miser sur la puissance vocale. Il prit une grande inspiration et poussa une note qui se brisa en un couac pathétique, un son de canard étranglé qui résonna dans le silence gêné. Sylvain, paniqué, appuya sur le mauvais bouton et déclencha les feux de Bengale qui se révélèrent être des extincteurs. Une épaisse fumée blanche envahit la pièce, ce fut le coup de grâce. L'humiliation de Jean-Claude était totale, publique et spectaculaire. Au même moment, la sono surchargée, les lumières défaillantes et la machine à café, branchée sur la même multiprise, provoquèrent une surtension. Une étincelle, un bruit sec et le bureau fut plongé dans une obscurité et un silence complet. La musique était morte. La tentative de forcer la camaraderie par un événement d'entreprise avait échoué car même dans le divertissement, les hiérarchies et les rivalités du bureau restaient implacables. La fête n'avait fait que mettre en lumière, avant de l'éteindre, la triste comédie de leur relation. Épilogue. Plus ça change. Le lundi matin suivant, le bureau était étrangement silencieux. L'odeur de la fumée des extincteurs flottait encore, mêlée à celle du café frais. Autour de la machine, les survivants de la débâcle de la veille se rassemblaient, les yeux cernés, les âmes meurtries. Ils échangeaient des regards lourds de sous-entendus, des silences qui en disaient plus long que des discours. Jean-Claude évitait le regard de tout le monde, son aura de starlette brisée. Jean-Guy, encore sous le choc de sa soirée Sissi, arpentait les couloirs avec une fureur contenue, sa tyrannie redoublée comme pour effacer l'humiliation. Hervé préparait déjà un tract syndical sur les dangers des installations électriques non conformes dans les événements d'entreprise. On aurait pu croire que ces événements cataclysmiques, ces échecs retentissants, auraient pu changer quelque chose, qu'une leçon aurait pu être tirée. Mais c'eût été mal connaître la nature immuable de l'absurdité bureaucratique. C'est alors qu'elle arriva. Une nouvelle stagiaire, jeune, jolie, un peu perdue. Elle traversa l'open space, laissant dans son sillage un parfum de nouveauté, et le cycle recommença. Instinctivement, Jean-Claude redressa sa cravate, une lueur prédatrice revenant dans ses yeux. Hervé se demanda quelle était sa conscience sociopolitique et si elle était syndiquée. Nancy commença à calculer froidement comment cette nouvelle pièce sur l'échiquier pourrait servir ses propres ambitions. Rien n'avait changé, rien ne changerait jamais. Ils n'avaient rien appris, rien oublié. Ils étaient les prisonniers volontaires d'une boucle sans fin, les acteurs d'une farce qui se rejouerait éternellement, avec de nouveaux visages mais les mêmes rôles. La machine à café se mit à gargouiller, prête à servir une nouvelle journée de folie ordinaire. Eureka Web, chronique d'un naufrage annoncé. Partie primaire, les illusions grandioses. Prologue, le discours du matin. Le miroir des toilettes communes de l'immeuble, sale, strié de traces d'eau séchée et de taches de dentifrice estompées, renvoyait une image que Léo, le président-directeur général, PDG de Eureka Web, s'efforçait de parfaire. Il ne regardait pas son visage, mais le personnage qu'il construisait. La cravate en soie, au motif géométrique criard et légèrement surdimensionné, fut nouée une fois puis une autre, jusqu'à ce que le nœud atteigne le volume parfait au col de sa chemise bleu ciel, une nuance trop vive pour la lumière jaunâtre et blafarde des néons de la pièce. « Nous ne vendons pas seulement un produit, murmura-t-il à son reflet. Le ton travaillé pour mêler sincérité et vision. Nous créons une disruption. Nous bâtissons un écosystème. Eureka Web n'est pas une entreprise, c'est une révolution. » Chaque mot était accentué, chaque geste de la main répété. Il s'adressait non pas à une foule, mais à lui-même, au juge le plus sévère. Ce discours, ou pitch, comme lui et son jeune univers l'appelaient, était leur Coran, la déclaration d'indépendance d'une nation qui n'existait que sur des diapositives PowerPoint et dans des business plans ambitieux.
Il déroula une litanie de termes à la mode, ces mots-clés qui avaient défini la bulle économique de la fin du millénaire: pure player, scalability, first mover advantage, growth hacking. Il sortait de sa bouche avec fluidité des incantations conçues pour invoquer le capital risque. C'était l'automne 2002. Le monde vacillait encore après le choc de l'année précédente, mais dans un petit coin de Paris, dans un quartier qui s'était fièrement affublé d'un nouveau nom, Silicon Sentier, la foi en la révolution numérique n'était pas tout à fait éteinte. Elle était simplement devenue plus désespérée. Léo ajusta ses cheveux, lissant une fine couche de gel, et esquissa un sourire dont il était convaincu qu'il pourrait vendre du sable à des bédouins. Il ne vendait pas un produit fini, il vendait une promesse, il vendait l'avenir, et dans ce miroir jauni, l'espace d'un instant, il y crut lui-même. Chapitre 1. La Silicon Sentier. Quittant l'intimité relative des toilettes, Léo pénétra dans le couloir étroit où l'odeur de moisi du vieil immeuble se mêlait à l'arôme de café brûlé provenant de la machine bon marché du bureau. Eureka Web occupait un espace qui avait été autrefois un atelier de confection, une relique du passé industriel du quartier du Sentier. L'histoire de ce quartier était tissée de tissus, de grossistes juifs séfarades, du cliquetis des machines à coudre et des marchandages bruyants sur les trottoirs. Désormais, à nouveau sont tentés de couvrir ces échos, le martèlement constant des claviers, le bourdonnement des ventilateurs d'ordinateurs et les appels téléphoniques remplis de jargon sur les pages vues et les taux de conversion. Le nom Silicon Sentier était une création médiatique, une tentative de plaquer l'ambition de la Silicon Valley sur une réalité parisienne bien différente. À la place des vastes campus ensoleillés de Californie, on trouvait ici de vieux immeubles haussmanniens, des ruelles étroites et des cours intérieures sombres. Le bureau d'Eureka Web était une parfaite illustration de ce contraste. Des câbles Ethernet bleus et gris couraient le long des murs écaillés, fixés à la va-vite sur les plinthes. Des bureaux en contreplaqué bon marché étaient serrés les uns contre les autres, chacun formant un îlot de technologie au milieu d'un océan de désordre. De l'unique fenêtre donnant sur une impasse, on pouvait voir d'énormes rouleaux de tissu poussés sur des diables, un rappel constant de la vieille économie qu'ils étaient censés remplacer. Pourtant, une énergie indéniable flottait dans l'air. Environ 300 startups avaient vu le jour dans le quartier en quelques années en faisant un pôle économique dense. Les cafés et les bars environnants, comme le Select ou le Petit Bar, étaient devenus des salles de réunion informelles où les fondateurs échangeaient des idées, se plaignaient des investisseurs et débauchaient les employés les uns des autres. Cette proximité géographique créait un sentiment de communauté, l'illusion qu'ils étaient tous sur le même bateau voguant vers la richesse et la gloire, même si ce bateau prenait l'eau de toutes parts. L'espace de travail d'Eureka Web était en lui-même une métaphore de l'entreprise. C'était une façade moderne, une ambition de haute technologie silicon appliquée à une structure ancienne, inadaptée et précaire Sentier. Telles des lignes de code écrites à la hâte pour fonctionner sur un matériel obsolète, l'entreprise tentait de construire l'avenir sur les fondations du passé et les fissures commençaient déjà à apparaître. L'odeur de poussière des vieilles lattes de plancher se mêlait à l'odeur d'ozone caractéristique des appareils électroniques tournant à plein régime, créant le parfum unique de la transition ou peut être du désespoir. Chapitre 2. La Dream Team. À l'intérieur de cet open space chaotique se trouvait la Dream Team de Léo, une expression qu'il utilisait souvent dans ses présentations. Chaque membre était une pièce essentielle de la machine Eureka Web et chacun menait sa propre bataille. Dans un coin de la pièce, face à Léo, se tenait Mathieu, le cofondateur et directeur financier, CFO. Si Léo était le visage et la voix de l'entreprise, Mathieu en était le cerveau anxieux. Il portait un pull à col roulé gris et un pantalon de ville, une tenue complètement décalée par rapport au style cool que Léo essayait d'imposer. Ses yeux étaient rivés sur une feuille de calcul Excel, les chiffres dansant comme un présage apocalyptique. Il calculait le burn rate, un terme élégant pour désigner la vitesse à laquelle l'entreprise consumait son maigre capital. Sa plus grande préoccupation était le runway, le temps qu'il leur restait avant que l'avion Eureka Web ne soit à court de carburant et ne s'écrase. Chaque matin, il mettait ce chiffre à jour et chaque matin, il diminuait un peu plus. Mathieu était l'incarnation de la dure réalité que Léo s'efforçait d'ignorer. Assis à côté de Mathieu, mais semblant vivre dans un autre monde, se trouvait Karim, le directeur technique, CTO, et unique développeur de l'entreprise. Karim était le cœur technique, au rythme erratique, d'Eureka Web. Il était courbé devant un monstre beige, un écran cathodique Yamaha Vision Master de 19 pouces, si grand et si profond qu'il occupait presque tout son bureau. La lumière vacillante de l'écran se reflétait sur son visage fatigué. Il se battait avec des lignes de code PHP 4.2, un langage de script côté serveur populaire, mais aussi plein de limitations à l'époque. Leur base de données MySQL était instable et le logiciel Macromedia Dreamweaver MX, que Léo avait insisté pour utiliser en raison de son interface intuitive, générait un code désordonné et difficile à maintenir. Karim était le seul dans la pièce à vraiment comprendre à quel point leur produit était fragile. Il était le gardien d'un château de sable et la marée montait.
Enfin, au bureau le plus proche de la fenêtre, il y avait Chloé, la graphiste et web designer. Chloé était la voix sceptique du groupe.